Le Rhône au service de la nation. Ça, c'est tout l'esprit de la CNR. C'est vraiment la philosophie du service public. C'est essentiel dans l'histoire de la CNR. C'est une belle aventure. La CNR, c'est une belle aventure. Elle continue. Et c'est une aventure, je crois, dont si ses fondateurs étaient encore de ce monde, ils seraient contents de voir que leur bébé a si bien prospéré et grandi, parce qu'à l'époque, c'était quand même assez audacieux, cette idée de mission multiple. Cette entreprise, elle vous appartient. Faites-en, essayez de la faire durer et fructifier, quoi. La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme d'intérêt public. Productrice indépendante d'électricité 100% renouvelable, elle est surtout depuis 1934 gestionnaire du fleuve Rhône. En lui concédant ce domaine fluvial, l'État lui a mandaté 3 missions. Si elle a été de 1946 à 2001 100% à capitaux publics, elle est depuis 15 ans sous un triple actionnariat. Un bloc de 49,97% pour Engie, ex-GDF Suez, un autre bloc de 32,2% pour la Caisse des dépôts et consignations, et 16,83% de collectivités publiques, un bloc plutôt disparate. Cette situation unique en France est due à la libéralisation de l'énergie voulue par l'Europe, remettant en cause le monopole d'EDF, une CNR qui a connu beaucoup de bouleversements ces 20 dernières années, une histoire atypique qui pourrait se terminer en 2023 avec la fin de la concession, d'autant que la loi de transition énergétique, actant l'ouverture du capital des centrales hydroélectriques, peut également avoir des conséquences funestes pour cette vieille dame créée en 1933 par Léon Perrier. Ainsi sera évitée la mise en chantier d'équipements lourds dont les nuisances et les coûts sont disproportionnés par rapport aux avantages que peut en retirer la collectivité. Tel est le cas du projet de canal à grand gabarit Rhin-Rhône dont le gouvernement a décidé l'arrêt. En fait, cette liaison Rhin-Rhône, elle a été abandonnée, je dirais, pour ma part, lâchement, par un gouvernement qui n'a pas su faire la part des choses et qui s'est laissé entraîner par un groupe écologiste qui montait en puissance à l'époque. Et ça a mis ce dossier-là à mal, et il a été purement et simplement abandonné, alors qu'il permettait, et qu'il aurait permis aujourd'hui, d'ouvrir une voie vers la mer du Nord. Et ça, je crois que ça a été une grave erreur politique d'avoir abandonné ce projet. Ah là, on peut dire merci à Madame Voynet. Alors là, j'ai jamais pu comprendre cette prise de position, enfin personnellement, abandonner un tel projet alors que sur un autre plan, les Allemands ouvraient 3800 km de voies navigables entre Rhin, Maine et Danube, ne pas construire la grande voie navigable de l'Ouest, puisqu'elle partait du Rhin pour revenir à la Méditerranée, pour moi c'est une erreur, et on le paye encore aujourd'hui. Bon, ça a été un séisme, un cataclysme, l'abandon de ce projet, puisque sans justification technique, sans motif véritablement, on s'est privé du développement d'une filière complète de valorisation du fluvial entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, du fait de la volonté des écologistes qui pensent toujours d'ailleurs, que la liaison Rhin-Rhône est une erreur environnementale. Dans les bureaux de la Sorelif à Lyon, les études sont dans les cartons. Cette filiale d'EDF et de la Compagnie nationale du Rhône devait être le maître d'ouvrage du canal Rhin-Rhône. Depuis 2 ans, 80 personnes travaillaient ici à la déclaration d'utilité publique et aux travaux d'infrastructure. Aujourd'hui, ils préparent le déménagement. La Sorelif sera dissoute. C'est jamais très agréable d'abandonner un aussi beau projet.
Ça a été mal pris, oui, parce qu'il n'y avait plus guère de perspective. Là, pour le coup, il n'y avait plus d'ouvrage en projet. Et plus de projet Rhin-Rhône, qui était quand même un projet sur 15 ou 20 ans, qui allait employer du monde. Donc, gros souci. Ce véritable coup de massue a bien failli mettre à terre la CNR. D'autant que, parallèlement, ses finances sont au plus bas. D'où se pose effectivement la continuité de cette entreprise atypique. Mais dans quelles conditions ? 100% public ? Rien n'est moins sûr. Le 19 décembre 1996 est votée la directive européenne sur les règles communes du marché intérieur de l'électricité. Autrement dit, la fin des monopoles publics et la mise en concurrence sur le plan européen. L'idée, ça a été de se saisir de la directive européenne sur la libéralisation du marché pour dire on va créer un concurrent potentiel. À EDF, on va libérer le marché. Et la CNR, dans l'état où elle a les ouvrages, elle peut produire de l'énergie d'origine hydraulique. On va faire ça comme ça. Ça a été, je dirais, encore une fois, un coup de massue sur leur tête. Parce qu'après l'abandon du canal Rhin-Rhône, c'était une nouvelle mesure qui venait perturber leur quotidien et leur avenir. Il y a une marchandisation de l'électricité et tout cet aspect service public dans lequel on avait que ce soit EDF ou CNR, un sentiment d'appartenir à des entreprises qui travaillaient pour une cause nationale. On sent que cet aspect-là, il va en prendre un coup dans la carafe, quoi, parce que voilà, c'est plus du tout la même approche, c'est la mise en concurrence, c'est l'ouverture du marché, c'est des producteurs autres, des distributeurs autres à terme. Donc on voit rapidement les dangers qu'il y a, d'autant plus que on n'est pas les premiers à passer dans ce système d'ouverture à la concurrence, de libéralisation du marché. C'est pas la première fois, en fin de compte, que la CNR est dans le collimateur du gouvernement, puisque à l'époque, en 93-94, déjà, Gérard Longuet, qui est le ministre de l'Industrie sous le gouvernement Balladur, propose à Jean Grondois, le PDG de Péchinet, de se rapprocher de la CNR pour justement approcher une certaine privatisation et prendre des parts majoritaires au sein de la CNR. Il veut, comme ça, anticiper la loi de privatisation, la loi de déréglementation qui vient de l'Europe contre EDF notamment. En 1993, il y avait eu une première joute avec Péchinet. La présidence de la CNR de l'époque avait engagé des discussions avec Péchinet, le groupe d'aluminium. Et il y avait une réflexion sur l'énergie du Rhône, comment elle pourrait être éventuellement mise à disposition avec des contrats particuliers pour Péchinet. Une bataille qui va durer presque une année et qui mobilisera tous les salariés et les syndicats de la CNR. À la fin, Gérard Longuet perd. La CNR restera 100% publique, mais le verre est dans le fruit, puisqu'effectivement, la loi de libéralisation de l'énergie arrive, et tous les gouvernements successifs sur les 6 prochaines années vont imaginer ce que peut devenir la CNR. La CNR 100% publique, c'est plus certain. 50% public, 50% privé, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, et ce que ne disent pas à l'époque les gouvernements aux salariés, c'est qu'ils envisagent déjà une CNR producteur indépendant. Le 5 septembre 1997, Jean-Pierre Rontex, le PDG de la CNR, convoque un CE. Et dans ce CE, le plan stratégique d'entreprise. Ce fameux plan stratégique d'entreprise qui dit en conclusion, il faut que la CNR devienne un producteur d'énergie indépendant. C'est le choc parmi les salariés, avec des réactions quand même fort différentes. Moi, je pense qu'une partie du personnel, c'est clair, à l'époque, adhère complètement à ce projet. On a eu même des pétitions, notamment dans l'encadrement, disant effectivement, pour se sauver, la seule solution, c'est de devenir producteur d'énergie. Par contre, une autre partie du personnel se pose la question en se disant nos métiers, qui sont en fait des métiers essentiellement de service public, qu'est-ce qu'ils deviennent à partir du moment où on serait producteur d'énergie dans un monde libéralisé? Qui les finance? Qui nous finance? Et là, l'inquiétude commence à monter. On met un certain temps, salariés, syndicalistes, à prendre conscience de la situation dans laquelle on est, quoi. Parce qu'effectivement, on vivait dans un monopole de production d'électricité. C'était d'une évidence que ça ne pouvait pas bouger, tout ça. Première à réagir, les organisations syndicales CGT de la CNR et d'EDF. Elles se réunissent pour réfléchir à cette nouvelle donne pour laquelle, effectivement, elles n'étaient pas préparées.
mais surtout voir comment, tant du côté CNR que du côté EDF, avec une culture différente, répondre à la direction et au gouvernement d'une même voix. Premier réflexe, rester sur un monopole public avec EDF comme opérateur public. Au départ, l'idée simple, c'était de dire il faut qu'on passe, enfin pour ce qui est de la CGT, il faut qu'on passe à EDF. Il faut qu'EDF reprenne la boutique. Sauf que on a vite compris que ça allait être très très difficile. Nous, on portait le fait qu'il n'y avait pas nécessité d'ouvrir le capital de la CNR, puisqu'il y avait des actionnaires publics historiques, la SNCF, EDF, des collectivités territoriales déjà à l'époque, et qu'on pouvait sûrement trouver un compromis ou une bonne solution en restant dans ce schéma-là. Je fais partie des militants qui ont cru un peu jusque le plus longtemps possible qu'EDF pouvait conserver l'exploitation du Rhône. On avait un grand espoir de pouvoir continuer l'exploitation des usines du Rhône par EDF. Objet de toutes leurs craintes, un projet gouvernemental qui viserait à faire de la CNR un producteur d'électricité indépendant grâce au barrage hydroélectrique du Rhône. CFDT et CGT y voient un préambule à une privatisation rampante. Aujourd'hui, le projet développé par le gouvernement consisterait à transposer l'outil industriel acquis au fil des années depuis 50 ans, depuis 1948, outil industriel payé par l'usager de l'électricité au travers de la facture d'électricité, le transposer vers une entreprise différente que celle du service public, différente d'EDF, qui serait en concurrence avec EDF. D'après les syndicats, les directives européennes sur la libéralisation du marché de l'électricité n'ont rien à voir avec les projets gouvernementaux. La directive électricité, comme on n'impose pas un producteur indépendant sur la vallée du Rhône, ni même sur notre fleuve. Donc je crois qu'il faut quand même déconnecter ce dossier de la directive européenne et de l'ouverture à la concurrence. Nous estimons que ce projet aura des conséquences néfastes pour les deux entreprises EDF-CNR sur l'ensemble de la vallée. On a fait du lobbying auprès de tout ce qui était à peu près, tout ce qui était élu, associatif, etc., sur la vallée du Rhône, et même au-delà d'ailleurs, en partant du fait que la plupart étaient des actionnaires d'entreprises. Donc il y avait des petites communes, des grosses communes, des syndicats agricoles, enfin des départements, des régions. Michel Couturier et Bob Textoris m'ont expliqué le dossier, les enjeux, je découvrais tout ce jour-là. Et dans la foulée, ils m'ont invité à une fête que le CE organisait à Génissia. Et à cette occasion, à Génissia, je me suis rendu compte de l'ampleur des enjeux liés au Rhône et à la maîtrise publique des barrages et de ce qu'était l'aménageur CNR. Et à partir de là, les choses se sont enclenchées tout naturellement. Vous avez un outil qui s'appelle le Rhône. Le Rhône est une propriété nationale, ça appartient, l'eau appartient à tout le monde. L'énergie produite est de bonne qualité. C'était déjà l'époque où on parlait des énergies renouvelables, ça commençait. Donc vous n'allez pas laisser partir ça n'importe où. J'ai le souvenir de beaucoup d'élus qui disaient « Ah oui, c'est vrai qu'on est actionnaire de la CNR, mais on reçoit un courrier annuel pour l'Assemblée Générale, mais bon, voilà quoi ». Et c'était comme ça, en fait, depuis 1934, quoi. Parce que la plupart des collectivités sont actionnaires depuis l'origine, mais n'avaient jamais pris part dans le fonctionnement de façon active. C'était difficile, parce que la CNR, en fait, il y avait plus de 300 actionnaires publics. Alors, il y en a certaines, beaucoup de communes avaient une action, ce qui ne voulait pas dire. Et puis, il n'y avait jamais eu de retour de la CNR vis-à-vis de ces collectivités. Donc, ils écoutaient d'une oreille distraite en disant, certains nous disaient, après tout, ça change quoi pour nous, quoi, globalement, hein, que vous soyez une entreprise publique, entre guillemets, ou privatisée. Ça va changer quoi pour nous? Régis Woll, le maire de Vernaison, a négocié pendant 10 ans pour pouvoir effacer les traces laissées par le barrage situé en amont. Dans quelques mois, le fleuve et ses bras périphériques retrouveront leur état originel. 110 millions de francs ont été investis, la CNR a largement contribué, mais demain, il faudra entretenir. Régis Woll doute aujourd'hui qu'un opérateur privé se soucie beaucoup de ses préoccupations environnementales.
Si on ne fait pas en sorte qu'elle soit obligée d'entretenir et qu'elle ait une mission d'entretien et d'aménagement de ces sites, eh bien je ne crois pas qu'elle le fera. Je ne vois pas pourquoi elle le ferait. Et ça va donc retomber sur les collectivités locales. Et je ne vois pas comment nos communes pourront payer ces aménagements, ces entretiens. On n'a pas l'argent nécessaire pour ça, c'est pas possible. Alors hier soir, le maire de Vernaison a profité du forum pour se faire entendre. Mais bon, vous ne pouvez pas rater ça. Pas de problème. Parce que ça va tout à fait dans mon sens. Hein. Tout à fait. Lui et d'autres élus riverains du Rhône ont à leur tour exigé des garanties sur la continuité du service public dû par la CNR. Si on ne prévoit pas en amont un cahier des charges général pour tous les ouvrages et toute la réhabilitation du Rhône, on n'aura rien fait. Les mots-clés du débat sont toujours les mêmes. Respect du service public, engagement clair, enjeux financiers. À la tribune, la direction de la CNR cherche des réponses consensuelles. Je crois que nous pouvons pleinement vous rassurer. Je crois qu'il y a eu des idées qui ont été lancées. Il y a eu un débat dans les conseils d'administration. Il y a eu des mandats donnés au président de la compagnie. Mais il n'y a pas de décisions qui sont prises, puisque les décisions ne peuvent être... Des phrases, des mots qui laissent l'Assemblée perplexe. Dans les rangs, on ne voit rien venir de réellement concret. C'est vrai qu'on devrait être associé à ce qu'il y a des charges. Pour le moment, on nous tient à l'écart, mais il y a bien quelque part une volonté de nous écarter de toute négociation et de toute volonté de faire participer les riverains. Enfin, c'est pas encore très clair tout ça. Au cours de ce forum, les agents de la CNR et d'EDF ont prouvé qu'ils n'étaient pas seuls. Les collectivités voisines du fleuve sont leurs alliés. Tous vont bien dans le même sens, mais sont confrontés au même problème. Aujourd'hui, ils rament à contre-courant. Il y a un début de prise de conscience qui s'opère parce que nous, on explique que la Compagnie nationale du Rhône, ce n'est pas qu'un producteur d'électricité. Et c'est aussi comme cela que petit à petit, en nous adressant régulièrement à ces collectivités, ces élus, nous avons pu faire cheminer l'idée que cet outil d'aménagement et de développement du territoire, cet outil générant de la production énergétique, cet outil permettant le développement fluvial devait rester public d'intérêt général et ne pas voir la maîtrise d'un groupe privé prendre la mainmise. Je crois que nous avons joué notre rôle d'organisation syndicale responsable, mais nous avons joué, je pense, un rôle prépondérant dans ce qui a suivi, et notamment sur l'interpellation des élus pour les amener à réfléchir différemment et leur démontrer la nocivité de ce qui était en train d'être mis en œuvre, mais aussi les salariés qui, eux, s'enfermer dans un raisonnement où on était en train de leur enlever toutes les perspectives d'avenir. Et donc il fallait les éclairer sur les possibilités ou les capacités qu'on avait à rebondir à ce moment-là. Quelques 150 syndicalistes de la CNR qui ont réussi à franchir les grilles envahissent l'hémicycle. Ils s'opposent à la restructuration de la Compagnie nationale du Rhône. Opération d'arnaque qui est en train de se monter par rapport à la production hydraulique de la vallée du Rhône. Ce qui a été important, c'est que chacun a mené le combat côte à côte. Les salariés de la CNR par rapport à leur métier propre, qui était l'entretien du fleuve, les digues, les bâtiments, tout ce qui était génie civil, etc. Et du côté EDF, tout ce qui était les logiques de politique de maintenance, de production d'énergie. Et chacun a mené le combat en côte à côte et pas en opposition l'un par rapport à l'autre. Et ça, je crois que c'est un des points clés de la réussite et de là où on en est arrivé aujourd'hui. 3 ans de lutte intense avec comme seul mot d'ordre une CNR publique. Car entre-temps, le gouvernement et la présidence de la CNR ne sont pas restés inactifs. Une fois la directive européenne de libéralisation du marché de l'énergie votée et l'abandon du monopole public pour EDF transposé en droit français, l'atout majeur pour virer EDF du Rhône, c'est Electrabel. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de faire rentrer Electrabel, et donc il y a un combat féroce pour rester d'abord EDF. Les agents que nous étions et que nous sommes, on est quand même attaché à une certaine idée du service public, puisque CNR, il y a le mot national quand même dedans, dans le fronton de nos aménagements. Qui dit national dit il y a une part des choses qui doit revenir à la nation. Le Rhône et l'eau, c'est patrimoine de l'humanité, et un groupe privé ne peut pas avoir le contrôle d'un fleuve
et notamment un fleuve aussi important que le Rhône dans notre pays. Disons que la première fois qu'on a rencontré les dirigeants d'Electrabel, fait Tractebel à l'époque, c'était de dire, nous, pour le Rhône, on ne veut récupérer que les 350 exploitants. Il n'y a que la production d'énergie qui les intéressait. Le reste, ils ne disaient pas grand-chose, mais ça laissait penser que voilà, le reste du personnel, quid quoi. Voilà. Donc il y avait danger de séparer les missions de la CNR, qui est une entreprise intégrée, et de ne rester que sur la production, en gros, ce qui rapporte de l'argent à la société, quoi. L'entrée de capitaux privés dans la CNR peut être un moyen de parvenir à l'objectif que nous recherchons, c'est-à-dire faire de la CNR un producteur d'électricité indépendant et de plein exercice. 2 heures d'arrêt de travail aujourd'hui et assemblée générale du personnel dans toutes les usines CNR de la région. À Génissia, Bourg-les-Valences, Châteauneuf-du-Rhône et Pierre-Bénite, où les employés traduisaient par ces actions leur inquiétude sur l'avenir de l'entreprise à la veille de la libéralisation du marché de l'électricité. Par le fait que EDF sorte du capital de la CNR et qu'à court terme, le personnel soit exclu de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques. Les salariés et leurs représentants étaient déterminés. En étant responsables des faits et gestes de chacun, on savait où il fallait agir pour pouvoir être écouté, entendu tout au moins. Le groupe belge Electrabel, qui appartient à Suez Lyonnaise des Eaux, pourrait prendre 20 à 30% du capital de la CNR et vendre son électricité à qui elle le souhaite et surtout aménager le Rhône à sa guise, car la compagnie gère aussi le trafic fluvial. Les employés de la compagnie, 1 millier au total, ont bloqué la centrale et les écluses de Vaugry dans l'Isère depuis le 30 mars dernier. Ils craignent un abandon de services publics sur le Rhône. Enfin, l'appel est à Vaugry. Le mot d'ordre, c'est de pas vendre, de pas brader l'outil de production, l'outil industriel. Donc effectivement, on y va. L'Assemblée générale, elle décide de tomber à zéro l'usine de Vaugry, d'arrêter la production. Donc on rentre dans l'usine, on va dans la salle de commande et donc il y a un mouvement qui se crée dans la salle de commande et du coup l'usine est arrêtée, la production est arrêtée. Vaugry, ça a été un moment important dans la démarche que nous avions entreprise avec l'ensemble des organisations syndicales, puisque c'est le moment qui nous a permis à la fois d'éclairer les élus sur ce qui était en train de se passer, de faire prendre conscience au personnel que l'avenir était devenu très incertain et qu'il fallait absolument se mettre en mouvement pour essayer de faire bouger les lignes. Et puis un des éléments qui a commencé aussi à émerger à ce moment-là, puisqu'on était dans une période très conflictuelle, c'est la prise de conscience que nous avons pu faire démarrer, on va dire comme ça, chez les bateliers. Ils ont compris le mouvement et ils avaient beaucoup de questions de savoir en matière de navigation, voilà, est-ce que ça allait engendrer un changement, puisqu'aujourd'hui le passage des écluses il est gratuit. Et à l'époque, certaines personnes disaient que pour rentabiliser, peut-être qu'il faudrait faire payer les écluses. C'est le grand débat à Vienne avec plus de 500 personnes qui boostent les salariés en grève. Les bateliers sont désormais solidaires, les dirigeants de la CNR sont dans l'impasse, le gouvernement est obligé de négocier. À Vaugry, il y a le blocage, donc très vite ça réagit, pouvoir public, puisque la navigation ne reprend pas, elle est bloquée déjà depuis une semaine pour les travaux, donc il y a des pressions qui sont assez fortes, et très vite il y a des rencontres qui sont organisées avec les pouvoirs publics, les ministères concernés sur le sujet. Concertation, suspension sont les mots-clés du compromis trouvé hier avec le président de la compagnie. L'accord prévoit en effet le gel des négociations entre la CNR et des partenaires privés. Mais les agents attendaient une reddition, ils n'ont obtenu qu'un sursis. Ce dont je suis persuadé, c'est que la CNR doit s'adosser à un opérateur industriel important. Une première victoire à la Pyrrhus pour certains, mais qui à l'époque avait beaucoup de signification. Les négociations avec Electrabel sont terminées et les syndicats mettent sur la table le nouveau cahier des charges pouvant sauvegarder l'essentiel, la formule du Rhône. On sait que le gouvernement a clairement défini les choses en disant que la CNR garderait toutes ses missions de service public. Il reste à savoir la manière dont ce sera financé. C'est pourquoi les élus riverains sont aujourd'hui derrière l'intersyndicale. Une délégation a été reçue en Assemblée générale pour réclamer une rénovation du cahier des charges de la CNR afin d'améliorer le cadre de vie le long du fleuve.
On sait que c'est au travers du cahier des charges que l'on va pouvoir réaffecter de nouvelles missions à la Compagnie nationale du Rhône, et notamment toutes les missions qui tournent autour du développement du fluvial sur le Rhône, les missions autour de l'irrigation le long du Rhône, mais également toutes les missions de préservation du patrimoine le long du fleuve et tout ce qui touche à l'environnement par rapport aux communes riveraines. Dans le prolongement de la loi de transformation de 2000, il y a une note qui sort des ministères, transport, enfin les ministères de tutelle, économie et transport, dans laquelle on évoque le fait que la CNR doit devenir un producteur indépendant de plein exercice. De plein exercice. Cette dénomination singulière fait de nouveau entrer le loup dans la bergerie. Le président de l'époque, Rontex, le président de la CNR, il convoque un conseil d'administration où il met à l'ordre du jour de ce conseil d'administration la validation de l'entrée d'Electrabel en tant qu'actionnaire à la CNR. Ça ne veut pas dire qu'ils ont acquis des actions, mais ils ont l'agrément pour pouvoir en acquérir. Le conseil d'administration a une délibération sur privatisation ou non. Numériquement, on sait très bien qu'on est battu. Je préviens le président par correction avant l'entrée d'ailleurs en séance en disant bon, ne vous étonnez pas si la région que je représente votera contre. Le vice-président qui est de la majorité de l'époque de Rhône-Alpes, le vice-président donc représentant la région Rhône-Alpes, lui est de droite. Et il dit, moi je vais m'abstenir parce qu'il était effectivement un peu entre deux feux, entre le fait que c'est pas très bon de privatiser un outil comme celui-ci, les organisations syndicales, moi qui vote contre, le Conseil général des Bouches-du-Rhône aussi. Donc il dit, je vais m'abstenir. Le fait de vendre les actions de la CNR, c'était de donner un quitus à Bruxelles en disant, la directive a été votée par le Parlement français sur l'ouverture à la concurrence de l'énergie. Et donc, il faut laisser venir un producteur étranger sur le territoire français pour remplir les conditions de l'application de la loi sur l'ouverture à la concurrence, ou ce qu'a proposé le gouvernement de l'époque, c'est de créer un autre producteur d'énergie, et il en existait un, la Compagnie nationale du Rhône. Et à partir de là, tout est ouvert. Ça veut dire que ceux qui souhaitent vendre, ils vont pouvoir vendre à Electrabel. Depuis 9h ce matin, impossible de franchir l'écluse de Bourg-les-Valences. Les personnels de la Compagnie nationale du Rhône bloquent la navigation à hauteur de ce site de production. La CNR, compagnie publique, exploite des barrages le long du Rhône dont la production est sous-traitée à EDF, tout en assurant l'aménagement des berges et l'organisation de la navigation fluviale. Avec la fin du monopole d'EDF sur le marché de l'électricité, la donne change et aujourd'hui le conseil d'administration de la compagnie doit valider un accord commercial qui lie la CNR à Electrabel. Et c'est pour dénoncer cette filialisation commerciale que l'intersyndicale de la CNR se mobilise. C'est une forme de privatisation déguisée, on va même jusqu'à dire c'est une privatisation sur contrat. C'est le début d'un conflit long de 18 jours qui va changer le rapport de force en faveur des salariés, soutenu encore une fois par nombre d'élus et d'associations. Un mouvement de grève qui, pour celles et ceux qui ont participé, aura marqué très longtemps les esprits. Toutes et tous savaient que leur avenir professionnel se jouait à Bourg-les-Valences. La formule du Rhône avait du plomb dans l'aile, les salariés de la CNR et d'EDF allaient se battre jusqu'au bout pour la maintenir. On est au pied du mur, voilà, vis-à-vis de la concession hydraulique sur la CNR, on est au pied du mur. L'arrivée d'Electrabel, on sent que ça tape fortement à la porte. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut rien lâcher, quoi. Voilà, il faut sortir. On ira jusqu'au bout le temps qu'il faudra, mais semble-t-il, en tout cas, j'ai l'impression qu'on lâchera pas avant, quoi. Qui est pour ? Un vote à la majorité des 2/3. Les salariés de la CNR ont approuvé ce jeudi un texte cadre négocié directement avec le gouvernement qui s'est engagé à suspendre l'arrêté ministériel qui conditionne l'accord entre leur entreprise et Electrabel. On n'est pas sur un conflit catégoriel, ni un conflit corporatiste. Aujourd'hui, on n'a pas gagné 1000 balles d'augmentation. Aujourd'hui, ce que l'on a gagné, c'est de permettre que le débat citoyen se mette en place sur les missions de service public le long du fleuve. Et à l'Assemblée générale des actionnaires, c'est la bascule. Effectivement, des centaines d'actionnaires, les organisations syndicales qui disent non, pas de privatisation.
Et là, manifestement, on a un pouvoir qui est obligé de prendre en compte cela. Une nouvelle CNR avec un cahier des charges renforcé, un capital public qui est confirmé par la loi Mursef, est venu se greffer des missions d'intérêt général. C'est un modèle où on a autour de la table des gens qui savent réconcilier, faire fonctionner une entreprise et travailler, je dirais, au service des territoires et redistribuer de l'argent à l'État et faire les missions d'intérêt général. Et les deux ne sont pas incompatibles. C'est en cela que ce modèle devrait être reproduit. C'est un modèle d'équilibre, c'est un modèle de mariage, c'est un modèle de mondes qui se rencontrent et qui se comprennent. L'eau du Rhône, c'est une ressource nationale. Elle n'est pas privatisée, la ressource. Elle est une ressource qui nous appartient à nous tous. Le Rhône, patrimoine de la nation, n'est donc pas à vendre. Dit ainsi, cela peut paraître évident. Mais nous l'avons vu. Depuis 1996, la rente du Rhône est très convoitée par les appétits privés. Aussi, le 18 décembre 2000, lorsque fort du relevé de décision, les salariés de la CNR et d'EDF décident de reprendre le travail, ils estiment que le Rhône n'est plus à vendre. Ce texte, co-signé par le gouvernement et les organisations syndicales représentatives, est en fait le point de départ de la nouvelle CNR. Le modèle CNR, il va chercher ses racines dans l'histoire de la CNR, mais il a pris un sacré coup de jeune avec la période 2000 et notamment tout ce qui a pu être remis sur la table à l'occasion de ces conflits qui ont été menés sur le Rhône. C'était une mission d'écoute. L'essentiel, c'était de réunir tous les points de vue afin de faire des propositions. Ne pas partir sur un raisonnement technocratique, pas du tout. De tout tester sur le terrain, avec les intéressés, avec la compagnie, avec les services, avec les directeurs, avec les représentants des salariés, qui avaient beaucoup d'idées. D'ailleurs, ils nous ont donné beaucoup d'idées, notamment sur l'environnement, par exemple. C'est un des points fondamentaux, ça, hein, parce que c'est ce qui donne le groupe interministériel qui fait l'avenant à la concession. La CNR que nous avions devant nous n'était pas la CNR qu'avaient voulu ses créateurs. Vous savez, c'est comme ces tableaux sur lesquels on peint un deuxième tableau, et il fallait, effacer ce deuxième tableau pour essayer de retrouver le tableau originel tel que l'avait voulu le fameux Léon Perrier. C'est un point, une exigence qu'on avait formulée, sur laquelle, au dire des représentants des ministères, c'était impossible de l'obtenir. Une fois qu'une concession a été donnée, que le cahier des charges a été fixé, on ne revient pas sur un cahier des charges en cours de concession. Ça, c'est ce qui nous avait été dit. Et nous, on avait dit, non, il faudra trouver une façon de faire. Maintenir tous les personnels sur le Rhône, se différencier d'Électricité de France et enfin se tourner vers les choix historiques qui avaient créé la création de la CNR en 1934. Faire de la CNR une entreprise. Elle n'était pas une entreprise, elle était une sorte d'établissement public, très respectable, qui avait fait un superbe travail d'aménagement, mais qui était traumatisé par l'abandon du Rhin-Rhône. Ce qui m'est apparu aussi également intéressant, c'est de réfléchir à faire de l'électricité autrement qu'EDF, c'est-à-dire surtout ne pas tomber dans le piège de vouloir faire un concurrent d'EDF, là ça aurait été vraiment la grenouille qui se prend pour le bœuf. Le cahier des charges a été accompagné d'un schéma directeur sur le thème vous avez encore 25 ans de concession, dans ces 25 ans, voilà ce que vous devez faire. Vous devez faire 2 écluses sur le Haut-Rhône, vous devez produire tel et tel aménagement dans telle et telle usine, dans tel et tel ouvrage sur le Rhône, vous devez faire des petites centrales hydrauliques, vous devez aménager, voilà un programme assez complet, ça c'est une nouveauté absolue. Hein. Le fait de repréciser que la CNR ne doit pas être qu'un producteur d'électricité, qu'il faut l'équilibre avec les autres missions,
Ça, c'est aussi un point fondamental. Ça rappelle la loi de 21 et tout ce qui va avec, quoi. La compagnie apparaît comme un correspondant privilégié des collectivités locales. Et ça, c'est un pari qui a été gagné aussi. Parce que les collectivités locales sont devenus des actionnaires actifs et intéressés. Et au moment où il est possible qu'il y ait une rénovation du cahier des charges, nous on dit c'est pas aux technocrates de s'en occuper, de régler ça dans les bureaux ministériels, mais il faut penser cette rénovation du cahier des charges en lien direct avec le terrain. Donc ça veut dire avec les collectivités qui sont le long du Rhône, avec ceux qui utilisent la voie d'eau, avec les salariés, les organisations syndicales. Et c'est ce schéma-là qui a été suivi, puisqu'y compris l'avenant à la concession a été validé par tous les conseils généraux et conseils régionaux à l'époque, en 2001. 3 lettres, MIG, pour mission d'intérêt général. C'est la grande réussite de la CNR pour le plus grand bonheur des élus rhodaniens. L'endiguement du Rhône ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, vous n'auriez pas la zone industrielle, vous n'auriez pas Rampa, vous n'auriez pas Toyota, vous n'auriez pas Bridgestone, vous n'auriez pas tout un tas de petits... Les Chips Brest maintenant qui viennent de s'installer, c'est une richesse et pour le département et pour la ville. Il n'y aurait pas eu cet investissement de la CNR, eh bien, on n'avait rien du tout. On avait les inondations, quoi. Mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Je rappelle, la CNR, c'est une entreprise qui faisait de l'aménagement du territoire et de la mission d'intérêt général, de la mission de service public. Donc en augmentant le cahier des charges, on se donnait du travail pour l'avenir. Les collectivités en ont profité puisque nous avons porté un vrai plan d'aménagement du Rhône. Je parlais des missions d'intérêt général. Nous avons ouvert au financement des collectivités des contributions très importantes à la Compagnie nationale du Rhône qui nous ont permis d'aménager le territoire avec des opérations d'aménagement portuaire, la remise en navigabilité du Haut-Rhône. C'était l'un de mes combats pendant plus de 15 ans, rendre navigable à nouveau le Haut-Rhône. Mais en même temps, des opérations marquées au titre de l'environnement, c'est-à-dire utiliser des petites centrales hydrauliques qui utilisent les débits réservés du Rhône pour produire à la marge, bien évidemment, mais produire à nouveau de l'énergie. Il y a eu un grand virage dans l'entreprise, c'est justement la redistribution vers les territoires qui a fait comprendre à tous les élus, enclenché par la démarche de 2000, qu'ils avaient à y gagner aussi, à être actionnaires de la CNR et faire en sorte qu'ils aient des choix d'entreprise qui permettent une redistribution chez eux. Pour nous, je pense que les missions d'intérêt général, c'était d'abord des missions de service public attachées à la production d'électricité. C'était la contrepartie, à quelque part, du droit d'exploiter le Rhône. L'environnement n'existait pas dans les missions de la CNR. Et on a quand même obtenu qu'il soit intégré au cahier des charges de la compagnie avec un nouvel article, et donc dans ces missions d'intérêt général. C'est quelque chose qui a plu beaucoup au personnel également, aux collectivités bien entendu, mais aussi au personnel, parce que ce que j'avais observé, c'est que les personnels, la plus grande partie de ce qui faisait marcher le cœur de vie de la Compagnie nationale du Rhône était situé tout autour des barrages, sur les 400 km entre les 19 barrages qui sont sur le Rhône. Donc ils vivent, ce sont des parents d'élèves, certains étaient maires adjoints, ils étaient inclus dans la vie locale. Donc à partir du moment où on offre à une entreprise de travailler, de faire des actions tournées vers les territoires, le personnel a accepté ça. On était déjà dans le cadre d'un développement durable. Le montant des MIG, les 160 millions d'euros sur 5 ans, les 30-35 millions d'euros par an, sont liés aux performances économiques de la CNR. Si la performance économique, le prix de l'électricité ou la production n'est pas là, la direction se réserve le droit de baisser le montant. Donc clairement aujourd'hui, on est sur un système qui n'est pas une obligation, mais bien, et en plus notre direction essaye de faire passer ce message, ça serait un acte volontaire. Moi, on s'est pas battu pour ça, et c'est pas un acte volontaire. Il y a quand même un cahier des charges de la compagnie, qui est lié à son concession, et un schéma directeur qui est donné par l'État, où on a des obligations. La CNR, en tant que compagnie, à partir du moment où elle gagne de l'argent, elle peut avoir intérêt aussi à dépenser un peu plus que ce que lui impose le cahier des charges en aménagement de faible ampleur, certes, mais qui ont beaucoup de signification pour les riverains. Des inondations très importantes, puisque en amont de Montalieu-Versieux, il y a des plaines
qui de tout temps servait de protection en termes d'inondation pour protéger la ville de Lyon. Donc une des missions de la CNR avait été justement de canaliser ce Haut-Rhône et de manière à avoir une gestion des crues de ce fleuve pour protéger la ville de Lyon, et à travers le nombre de barrages qui ont été faits, disons, un certain nombre d'aménagements touristiques pour développer cette économie locale que le tourisme de proximité, le tourisme local. La Compagnie nationale du Rhône favorisera ici le développement de zones économiques, là le développement des ports, des haltes fluviales, et ce sont des outils dont on ne parle pas beaucoup parce qu'ils sont microscopiques, mais finalement en dehors du grand port de Lyon, etc. Mais sur nos territoires du Haut-Rhône, 1 plus 1, ça peut faire 3 finalement, parce que les initiatives de la CNR et des collectivités donnent des exemples, attirent du privé, attirent de l'activité. On va créer une redevance. Alors, une redevance sur le chiffre d'affaires, où chaque année, une partie du chiffre d'affaires va au budget de l'État. Il faut qu'il y ait un retour vers la collectivité. Donc, qui dit la collectivité dit la nation, dit l'État. Et c'est comme ça qu'à la sortie, dans la rénovation du cahier des charges, on a la taxe de 24% qui apparaît. La CNR, qui est la seule entreprise de production d'électricité avec une taxe à 24%, et ça vient de là, quoi. Je trouve normal qu'une entreprise publique reverse une redevance à l'État concessionnaire. Ça, je trouve ça tout à fait normal. Donc, ça n'a pas été un problème majeur. J'aurais peut-être préféré un peu moins que 24%, ça c'est autre chose. Quand vous discutez, j'avais demandé entre 20 et 22. Après tout, c'est un contrat. Si le concessionnaire accepte ce contrat, c'est un contrat. Voilà, il paye, mais il accepte le contrat. Il est prêt à le réaliser. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Il ne faut pas voir ça dans une logique où l'État impose je ne sais pas quelle taxe. Tout ça, c'est pas ça du tout. Il fallait créer une salle de marché, ce qui a été fait tout de suite. Parce que producteur d'électricité indépendant, ça veut dire que la compagnie vend son électricité. Alors que là, elle ne la vendait pas. Déjà, à l'époque, ils avaient pensé au fait que la vente d'électricité, c'était certainement très lucratif, donc on allait le mettre dans une filiale. Ça veut dire que ce n'était pas la CNR qui allait vendre sa propre électricité, mais ça allait être une filiale, et donc à partir de là, donc les profits qui auraient été réalisés, ils auraient été réalisés dans la filiale et non pas dans la CNR. Finalement, il y a une salle des marchés qui a été mise en place au sein même de la CNR pour que la CNR vende elle-même son électricité. Ce qui nous a frappé tout de suite, c'est que c'est une entreprise qui a une culture très forte. Une culture faite de sens du service public, de l'intérêt général. C'est qu'il y avait un véritable amour, je veux dire un amour des personnels pour leur métier de l'hydraulique et pour le Rhône. On veut avoir la certitude que l'on va rester à majorité publique. Oui, cette loi Mursef, on l'a pas écrite, hein, mais on y a largement contribué. C'est le summum, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est c'est pas une nationalisation, mais quand on sait que depuis 1934, la CNR est finalement avec un capital qui peut très bien être entièrement privé ou entièrement public, hein, selon l'ère du temps. Le fait d'obtenir par le conflit l'engagement du gouvernement, qui est une loi qui précise que la CNR va être à majorité publique, là, c'est l'élément fort, quoi, de ce conflit. Effectivement, la loi Mursef inscrit dans le marbre le caractère public de la CNR. Heureusement, car une fois le capital ouvert, Electrabel s'en donne à cœur joie. Electrabel rentre en 2003. Effectivement, dans le capital, il rentre en 2003 avec la vente des actions du Conseil général du Rhône. C'est ce qui à un moment donné déclenche l'entrée d'Electrabel. Conseil général du Rhône qui détenait quand même plus de 10% des actions. C'était le plus gros avec la ville de Paris, puisque la ville de Paris détenait aussi 10%.
La ville de Paris qui vend donc ses actions pour construire son fameux tramway, le Conseil général du Rhône, vous l'avez entendu, qui vend les siennes pour construire le musée des Confluences que vous retrouvez au début de Lyon, mais également la CCU du Rhône qui vend ses actions à Electrabel. Par contre, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, lui, les garde, le Conseil régional Rhône-Alpes les garde également, et le Conseil général des Bouches-du-Rhône, lui, augmente sa participation. On a acheté pour 4 millions d'euros d'actions qui sont devenues 7 millions d'euros de rente, qui sont une excellente affaire publique. C'est l'équivalent de 3 points de fiscalité du département. Il y a 153 ou 155 actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône depuis 2003. Il y a toute une série de petites communes ou des chambres de commerce et d'industrie de plusieurs départements qui sont des établissements publics associés à la vie du Rhône. Et c'est parce que là aussi, il fallait réfléchir à la vie du Rhône, à rendre ce fleuve qui produit l'électricité, mais également s'occuper de ce qu'il y a autour du fleuve. Nous, notre honneur et notre bataille, elle a été de réussir à faire en sorte que des collectivités, majoritairement, ne vendent pas le patrimoine. Par 2 fois, effectivement, il y a eu des velléités vis-à-vis du personnel de demander à l'Assemblée nationale, et non pas au Conseil de surveillance, de la modification du capital social. Je dois dire que chaque fois, il y a eu la représentation nationale, quelle que soit la couleur politique, majoritairement ne l'a pas accepté. Quand Gérard Mestralet a voulu prendre la possession du capital, les salariés à la CNR ont su se mobiliser à plus de 82%. Ça veut dire que le personnel, encore aujourd'hui, est très très attentif à tout ce qui pourrait compromettre un petit peu l'avenir de nos aménagements. C'était un point clé au moment du conflit, avec l'aspect social fort, puisqu'il n'était pas question que les salariés d'EDF basculent du jour au lendemain à la CNR. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment cela aurait pu se faire. Les agents d'EDF venaient travailler à la CNR sous le maillot, je m'explique en vulgarisant le maillot CNR, mais s'ils ne se sentaient pas dans leur assiette, s'ils ne plaisaient pas, ils avaient un droit de retour qui a été signé avec les organisations syndicales et avec EDF, c'est un accord tripartite, CNR, organisation syndicale EDF, qui leur permettrait individuellement de retourner à EDF. Le choix était quand même très cornélien. Soit on quittait le Rhône pour aller rejoindre notre entreprise historique qui était EDF. Et là, on quittait nos attaches. Notre famille allait être délocalisée. Il y avait des enjeux, quoi. Et donc, la grande majorité d'entre nous a décidé quand même de rester. Notre organisation syndicale a réussi à mettre en réflexion aux agents un accord social qui a été négocié avec les employeurs, qu'ils soient EDF ou CNR, un accord social de haut niveau. C'est ça qui a vraiment permis aux agents de se déterminer et de continuer à travailler sur le Rhône. J'étais un agent d'EDF dans la production, donc l'accord social qui avait été élaboré en 2005, fin 2005, pour permettre aux agents qui le désiraient d'EDF de rester dans la vallée pour justement continuer à produire, à faire tourner les machines, c'était vachement important qu'ils puissent séduire. Parce qu'on était plus de 440 agents, on était tous confrontés à un choix. Ma très très grande fierté, c'est de dire que un peu plus de 300 agents, 317 je crois, sont venus dans le cadre d'un contrat global et de manière individuelle sont venus. Et à peu près 70 étaient déjà venus dans l'année qui précédait en avant. Et 5 ans après, ou 8 ans après, aucun n'avait demandé à réintégrer EDF. Le projet qui a été gagné en 2006, c'était que c'était une reprise intégrale des activités qu'avait EDF sur le Rhône. La CNR reprenait l'intégralité, donc on était dans une CNR intégrée et pas une CNR qui allait sous-traiter. La force de la CNR, elle est là-dedans. Elle est d'abord de maîtriser tous ses métiers en interne, c'est-à-dire
Je disais, elle a fait la conception et la construction de ces barrages. Ça, c'est l'histoire qui fait que d'ailleurs, on a une ingénierie remarquable qui gagne des marchés à l'étranger, Panama ou ailleurs, sur le fleuve Rouge en ce moment au Vietnam, sur le Mekong. Donc on a une ingénierie hydraulique qui maîtrise l'hydraulique tout à fait remarquable. Une exploitation avec des personnels venus au départ d'EDF qui est vraiment, et de maintenance en qualité, je dois dire, tout à fait exceptionnel au niveau de l'hydraulique. Nous avons une maîtrise en interne. Tous les métiers sont faits en interne par la CNR. Et en fait, la commercialisation que nous faisons nous-mêmes, c'est la force de la CNR. Nous n'avons jamais voulu confier la commercialisation à quelqu'un d'autre, même pas à un actionnaire de la CNR ou autre. C'est en interne, la salle de marché et rue André Bonnet à Lyon, sur le siège social. C'est la force de la CNR. Une CNR désormais bien installée. 10 ans se sont passés depuis cette mise en place. Michel Margne a rendu récemment son tablier. Pierre Achard est reparti pour d'autres missions. Elisabeth Ayrault, venue de GDF Suez, est aux commandes. Les MIG semblent fonctionner. Les ingénieurs de la CNR sont devenus incontournables dans leur expertise pour une gestion globale d'un fleuve, pour leur savoir-faire dans le fonctionnement des écluses. Une CNR qui se diversifie dans les productions éoliennes et photovoltaïques. Les élus rhodaniens intégrés dans la gestion. Une ministre de l'Environnement qui prend la CNR comme modèle. La formule du Rhône inventée en 1921 par Léon Perrier semble être sur de bons rails. Le problème, c'est que le modèle de la CNR, c'est quoi? Est-ce que tous ceux qui parlent du modèle CNR, ils savent de quoi ils parlent? Moi, la question, je la pose comme ça, quoi. Parce que s'ils savent vraiment de quoi ils parlent, le projet de loi, en tous les cas, sorti de l'Assemblée nationale, il porte pas le modèle CNR, quoi. Les sociétés économiques mixtes à 34%, c'est pas le modèle de la CNR. Souvent, on me pose la question, mais alors, ouais, mais si GDF Suez y montait au capital, de toute façon, qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait qu'ils auraient les droits de vote. Ils auraient les droits de vote, et à partir du moment où ils auraient les droits de vote, ils pourraient modifier les politiques, les politiques économiques dans la boîte, notamment déjà de faire remonter dans la maison mère le résultat, les 100% du résultat. Aujourd'hui, il reste du cash dans la CNR, dans toutes les filiales de GDF Suez. C'est 100% du résultat qui est remonté à la maison mère. GDF Suez, par le biais d'Electrabel, ils sont entrés dans le capital de la CNR en 2003. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en tant que l'opérateur industriel de référence, entre guillemets, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2003 par rapport à la destinée de la CNR et son parcours que l'on connaît et dont on est satisfait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais mis un euro dans le fonctionnement de la CNR. Ils n'ont fait que finalement faire remonter du dividende parce que c'est une boîte qui dégageait du cash. Ça n'a été que dans un sens. Ils n'ont rien apporté, puisqu'y compris les compétences et l'expérience et les compétences en matière hydraulique. GDF Suez, ils ne disposent pas de ces compétences. Ils n'ont pas de parc hydraulique. Il n'y a jamais rien eu de la part de GDF Suez pour la CNR. Et d'ailleurs, on ne leur a rien demandé. Et ça nous va bien. Les propos de Robert Textorys sont très intéressants. Ce capital, à majorité publique et à minorité privée, ne doit pas être bouleversé. En aucune manière. Pour autant, la nouvelle loi sur la transition énergétique, qui acte que seulement 36% du capital sera désormais public, la privatisation annoncée de toutes les centrales hydrauliques par l'Europe, mais acceptée par les 2 derniers gouvernements, et enfin, la fin de la concession pour la CNR en 2023 laisse augurer quelques incertitudes. Les salariés, les élus, riverains du Rhône, mais également la direction, sont vent debout pour ne pas changer cet équilibre. Il doit être préservé. Voilà. C'est clair. C'est plus clair, c'est pas possible. Il doit être préservé. Je pense que c'est le mot équilibre a du sens, hein. Le Rhône nous appartient finalement, et on a envie de se battre pour lui. Mais moi, je militerai toujours pour que ça reste CNR, quoi. Et j'espère de tout cœur qu'il y aura le maximum de maires qui vont parler comme moi. L'objectif, franchement, de changer, c'est pour faire mieux. Est-ce qu'on peut faire mieux sur le Rhône qu'avec la CNR? Ça, j'en suis pas persuadé. Moi, je répondrais non. La CNR, c'est une belle aventure, elle continue, et c'est une aventure, je crois, dont si ses fondateurs étaient encore de ce monde, ils seraient contents de voir que leur bébé
a si bien prospéré et grandi. Et ça, le modèle CNR. Le modèle CNR, c'est ça, c'est un modèle redistributif. Cette entreprise, elle vous appartient. Faites-en, essayez de la faire durer et fructifier, quoi. Cette énergie, aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, de la transition énergétique, on se rend compte que c'est une énergie à part entière, hein, et que c'est une énergie sur laquelle on aurait dû bâtir une réflexion pour savoir est-ce que cette énergie, elle mérite d'être ouverte à la concurrence, ou est-ce que cette énergie, elle est trop importante pour la France, hein. Et est-ce que cette énergie, quand on aménage une vallée, est-ce que ce n'est que de l'énergie hydraulique, ou est-ce que c'est aussi de l'aménagement des territoires? Et la CNR est bien placée pour expliquer que non, nous ne sommes pas un producteur d'électricité à la CNR. Nous sommes un aménageur des territoires, ce qui n'est pas pareil. Et c'est toute cette réflexion qui aurait pu amener, peut-être, à des décisions différentes.